Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va définir tout d'abord la mutation. On a déjà vu que l'ADN est formé par plusieurs nucléotides et ces nucléotides donc ils vont voir certaines séquences qui vont coder pour un caractère. C'est un petit programme qui code pour un caractère et ce petit programme ça s'appelle un gène. Et lorsque le gène ou sa séquence change, on va parler d'une mutation génétique. Et cette mutation peut être accidentelle ou provoquée. Accidentelle lorsque, généralement, parfois, lorsque la cellule va se diviser, elle va faire une photocopie de son ADN, elle va faire des erreurs. Mais ça se peut qu'elle est provoquée. Et lorsque je parle de provoquée, par exemple, généralement dans les traitements génétiques. Donc, parfois, on a besoin de traiter une certaine maladie. C'est nous qu'on veut. Et on va distinguer deux types de mutations. Il y a une mutation qui va être transmise aux descendants. Pour qu'elle soit transmise aux descendants, elle doit toucher les cellules reproductrices ou tout simplement, on va dire, les gamètes. Donc, si la mutation touche les gènes des gamètes, elle va être transmise aux descendants. Par contre, si ça touche une autre cellule, n'importe quelle cellule de l'organisme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toucher l'individu par des effets bénéfiques ou par des effets nuisibles, mais elle ne va pas être transmise. Lorsqu'on parle de mutation, on parle que c'est un changement au niveau de la séquence d'ADN. Et on va retrouver trois types de changements. On va parler de substitution. Lorsque ça change, vous voyez ici, j'en ai GC, ça a changé par AT. Ça se peut que c'est une délétion, c'est-à-dire que ces deux bases azotées, ils ont tout simplement ont été oubliés et ça se peut par un ajout, on appelle ça une insertion. Donc, je récapitule encore, si la mutation touche les cellules sexuelles, les gamètes, donc l'ovule ou les spermatozoïdes, la mutation va être transmise aux générations suivantes et on parle, c'est une mutation qui va être héréditaire. Par contre, si la mutation va toucher autre cellule dans l'organisme, généralement, elle va s'afficher parfois chez cet individu par des, on va dire, par des changements bénéfiques ou parfois elles vont être des changements nuisibles qui vont par exemple se traduire par l'apparition de certaines maladies. Toutefois, cette mutation ne va pas être transmise aux descendants. Voyons maintenant un autre aspect. Pour qu'un vivant, pour qu'il doit être considéré comme un vivant, il doit faire un échange avec le milieu extérieur. Et si je prends cette vache, pour qu'elle puisse vivre, elle doit manger, elle doit boire de l'eau et elle doit respirer. Et en contrepartie, elle va en fait dépenser, elle va fournir de l'énergie, elle va faire sortir du dioxyde de carbone, de l'eau sous forme d'urine et de matière fécale. Donc, résumons bien, un vivant, il a besoin de nutriments, de l'eau, de l'oxygène qui vont rentrer dans son organisme. Tous ces trois substances vont permettre à cet organisme d'assurer ses fonctions vitales et il va sortir des substances qu'il n'a plus besoin. On parle d'excréments, on parle de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'énergie. Et c'est la même chose aussi au niveau cellulaire. Donc, la cellule, c'est la plus petite structure vivante, elle doit faire un échange avec le milieu extérieur. Et lorsqu'on parle d'échange, on parle de substances qui vont traverser la membrane cellulaire. Et lorsque je parle de traverser, il y a des substances qui vont rentrer et des substances qui vont sortir. Les substances qui vont rentrer, on va les appeler, ce sont les intrants. Ça veut dire quoi des intrants? Ce sont des substances qui vont traverser la membrane cellulaire et qui vont être nécessaires pour que cette dernière puisse assurer ses fonctions. Par exemple, la cellule aura besoin de l'eau, du sucre, du dioxygène, etc. Mais après avoir complété ses fonctions, la cellule va générer des déchets, des substances qu'elle n'a pas utilisées. Et ces substances doivent sortir à l'extérieur de la membrane cellulaire et à ce moment, on va parler d'extrants. Comme exemple d'extrants, on va retrouver de l'eau, du dioxyde de carbone, de l'énergie, etc. Mais dans les organismes pluricellulaires, la cellule va avoir des intrants, des extrants, mais on retrouve rarement des cellules individuelles. En fait, les cellules au sein d'un organisme pluricellulaire vont s'organiser ensemble. Donc, on va juste
récapituler et faire un résumé sur l'organisation cellulaire. Donc, la cellule, c'est l'unité la plus petite de l'organisme. Dans les organismes pluricellulaires, c'est rare qu'on retrouve une cellule toute seule. Généralement, elle va se regrouper, d'accord, il y a de petits groupes de cellules qui vont avoir des fonctions similaires et on va former ce qu'on appelle un tissu. Plusieurs tissus vont se regrouper ensemble pour former ce qu'on appelle un organe. Et généralement, ces tissus, comme ils vont avoir des fonctions différentes, ils vont assurer en fait une fonction complémentaire ou une fonction bien particulière. Par exemple, ici, dans cet organe, c'est la vessie. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du tissu musculaire, on va retrouver un tissu épithélial et un tissu nerveux. Donc, les trois sont là pour permettre de contrôler notre vessie. Les organes vont aussi se regrouper pour former des systèmes et ces systèmes vont en fait assurer des fonctions connexes. Donc, les organes vont avoir des fonctions connexes. Par exemple, si je prends ce système, c'est le système urinaire et le but ou l'objectif du système urinaire, c'est tout simplement d'évacuer l'urine à l'extérieur de notre organisme. Donc, vous voyez, les reins, ce sont eux qui vont permettre la formation de l'urine. L'urtère, c'est lui qui va permettre le transit de l'urine jusqu'à la vessie. La vessie, c'est elle qui va permettre le stockage de l'urine. Et à la fin, l'urètre, c'est lui qui va permettre d'évacuer l'urine à l'extérieur de notre organisme.